Et si je vous disais que la plus grande erreur d'analyse du tennis français, c'est nous? Que la génération Tsonga, Monfils, Gasquet, Simon n'était absolument pas un échec, mais plutôt un malentendu collectif. Depuis 15 ans, toujours la même rengaine. Aucun grand chelem, des talents gâchés, une génération qui a déçu. Mais si le vrai problème, c'était pas eux, mais nous. Parce que figurez-vous que cette génération n'a pas échoué. C'est nous qui avons échoué à la regarder comme il fallait. On les a jugés avec le mauvais regard et avec les lunettes du fantasme du palmarès. Mais dans tout ça, on a oublié le contexte. On a oublié qu'ils ont évolué au cœur de la plus grande époque de l'histoire du tennis. Que leurs adversaires s'appelaient Federer, Nadal, Djokovic, Murray, des légendes qui ont transformé le circuit en forteresse. Et au lieu d'admirer ceux qui ont résisté, on les a blâmés de ne pas avoir conquis. Alors aujourd'hui, on pose une question simple mais essentielle. Et si cette génération était en réalité l'une des plus grandes que le tennis français ait jamais connue? Pas pour les trophées, mais pour ce qu'elle a incarné, traversé et offert. Alors non, cette vidéo ne sera pas un procès, mais plutôt une relecture. Une tentative honnête de comprendre et de remettre les trajectoires dans leur contexte. Tsonga, Monfils, Gasquet, Simon, 4 styles et 4 manières de marquer une époque sans forcément la dominer. On va regarder réellement ce qu'ils ont fait, mais aussi ce qu'ils ont dû affronter. Et puis on ira plus loin. Est-ce que la relève actuelle avec Arthur Fils, Hugo Humbert, Giovanni Mpetshi-Perricard peut vraiment faire mieux? Est-ce qu'on mesure bien à quel point la génération précédente a placé la barre haut malgré tout ce qu'on lui reproche? Parce qu'on oublie trop souvent que nos Français nous ont offert des demi-finales en Grand Chelem, une finale, des victoires contre les plus grands, des campagnes de Coupe Davis héroïques, des moments de grâce en Masters 1000, bref, des épopées qui méritent l'admiration. Et peut-être qu'à la fin, vous vous direz plus ils ont tout raté, mais plutôt waouh, ils ont tenu face à ces légendes. Et quand on réfléchit comme ça, ouais, ça change tout. Pour ce Roland-Garros, on affûte nos pronostics et pour ça, on a fait appel à notre partenaire du jour, Pronovision. Pronovision, c'est 2 frères qui vous guident dans vos pronostics avec des analyses claires, des résultats solides et une vision de jeu tranchante. Pas de promesses en l'air, juste du pari intelligent jour après jour. Depuis Monte-Carlo, leur bilan est irréprochable et à Roland-Garros, ils enchaînent les pronos gagnants. Par exemple, ils ont pronostiqué le plus de 3,57 pour des matchs comme Jarry contre Fils, Muller contre Mensik ou Kachanov contre Paul. Ça veut dire que pour tous les matchs que vous voyez ici, ils avaient pronostiqué que les 2 joueurs gagnent au moins un set. Alors si vous voulez en être, Pronovision vous propose plusieurs offres. Vous pouvez rejoindre un groupe public sur Telegram où tous les jours, ils vous donnent des pronostics gratuitement. Et pour aller plus loin, il y a aussi un groupe privé. Et pour le tester gratuitement, vous avez juste à leur envoyer Vision par message privé sur Instagram. Et derrière, si vous voulez souscrire à un de leurs abonnements, vous bénéficiez de moins 20% grâce au code GST20. Tous les liens sont en description. Et bien sûr, on reste responsable, pariez uniquement si vous êtes majeur et ne misez que des sommes que vous êtes prêt à perdre. Un grand merci à Pronovision. La France est une grande nation de tennis. On a un Grand Chelem et un Masters 1000 à Paris, des tournois ATP à foison, donc une densité rare de tournois et une armature que peu de pays peuvent se vanter d'avoir. À cela s'ajoutent des milliers de clubs, des dizaines de milliers de cours, des structures fédérales, des académies, un centre national d'entraînement et un encadrement technique pensé pour détecter, former et propulser les meilleurs. Sur le papier, la France a tout. Mais dans les faits, si on est un peu sévère, c'est un gouffre. Depuis 1983, aucun joueur français n'a remporté un seul Grand Chelem. Ça fait 42 ans. Plusieurs générations entières de talents, mais toujours la même ligne vide, la même frustration. Pourtant, ce ne sont pas les joueurs qui ont manqué. Tsonga, Gasquet, Monfils, Simon, tous top 10 à un moment donné. Ils ont fait des quarts de finale, des demi-finales en majeur, voire une finale pour Tsonga, et ont tous été capables à leur sommet de battre les meilleurs du monde. Et pourtant, aucun n'a transformé ces coups d'éclat en couronnement final. Ce décalage entre la force du système et l'absence de victoire en Grand Chelem interroge. Mais ce constat-là n'est pas absolu, parce que si on regarde côté féminin, on a eu Marie Pierce, Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, 3 trajectoires, 3 profils et 3 victorieuses en Grand Chelem. Pierce a triomphé à Roland-Garros et à l'Open d'Australie, Mauresmo a conquis Wimbledon et Bartoli a renversé Londres en 2013. Elles l'ont fait, mais souvent dans un silence médiatique assez étonnant. Ces championnes ont gagné, pas en dépit d'un système, mais peut-être parce qu'elles n'étaient pas écrasées par ce système. Elles n'étaient pas investies d'une mission nationale. Elles n'étaient pas vues comme les élus d'un peuple en manque de héros. Elles ont mené leur propre combat,
souvent en marge du storytelling officiel, souvent à l'abri de la pression symbolique qui pèse sur chaque garçon né avec une raquette de tennis en France. Et du coup, cette distance leur a peut-être permis de respirer un peu plus que les hommes. Donc les attentes chez les hommes et chez les femmes ne sont pas les mêmes. Et on le voit bien, nos Français n'ont pas seulement dû affronter Nadal, Federer et Djokovic. Ils ont joué contre une attente, contre un soupir collectif, un vieux rêve accroché à l'ombre de Noah. Et ce poids-là, il était sans doute plus lourd que n'importe quel revers de Djokovic. Donc Gasquet, Tsonga, Monfils et Simon n'ont pas échoué à faire une grande carrière, ils ont simplement échoué à incarner ce que l'on attendait d'eux. Et la nuance, elle est immense, parce que l'histoire ne juge pas toujours ce que tu as fait, mais plutôt ce que les autres espéraient que tu fasses. Depuis Yannick Noah, la France attend. Une attente lourde, presque rituelle. Tous les 4 ou 5 ans, un nouveau nom surgit en France, un joueur prometteur. Et tout de suite on se dit, et si c'était lui, le prochain à gagner Roland-Garros, ou un grand chelem? C'est-à-dire que chaque jeune talent devient malgré lui un porteur de prophétie. Et dans ce rôle imposé, le moindre faux pas devient un échec. Une demi-finale à l'Open d'Australie, c'est pas assez. Une victoire contre Nadal à Monte-Carlo, un feu de paille. Un titre à Bercy, c'est bien, mais c'est pas un grand chelem. Donc cette obsession-là, cette fixette sur gagner un grand chelem, elle enferme les Français. Elle réduit une carrière à un seul critère, brutal et sans nuance. Dans le tennis masculin français, c'est limite, si t'as pas gagné un grand chelem, bah t'as rien gagné. Et cette logique assez binaire, à savoir grand chelem ou néant, elle écrase tout le reste et elle est très toxique. Elle fait oublier les années passées dans le top 10, les victoires face aux plus grands, les titres, les parcours en Masters 1000, en Coupe Davis, on gomme les nuances, les exploits intermédiaires et on transforme une génération en symbole d'échec. Pourtant, on oublie trop souvent que dans l'histoire du tennis, il y a des années, voire des décennies, où pour gagner un grand chelem, c'est même pas qu'il faut se lever tôt, c'est qu'il faut être un génie dans tous les compartiments du jeu. Et il faut bien se le dire ici, il y a des années où gagner un grand chelem, c'est mission impossible, pour de vrai. Cette génération, avec les Tsonga, Monfils, Gasquet, Simon, ils ont grandi dans la jungle. Dans un monde où Federer, Nadal, Djokovic et même Murray verrouillaient absolument tout. Prenons par exemple fin 2011. À cette époque, nos 4 Français sont dans le top 20. C'est énorme. C'est la nation la plus représentée dans le top 20 avec l'Espagne. Et ben en 2012, c'est bien simple. Djokovic remporte l'Open d'Australie contre Nadal dans une finale monumentale en 5h53 avec un niveau de jeu jamais vu. Et pour ceux qui se demandent s'il y avait de la place pour un petit demi-finaliste français, la réponse est non, parce qu'on avait Federer et Murray. À Roland-Garros, Nadal s'impose contre Djokovic. Les demi-finalistes, Ferrer et Federer. À Wimbledon, Federer bat Murray en finale. Les demi-finalistes, Djokovic et Tsonga qui trouvent l'ouverture mais qui s'inclinent contre Murray. Et à l'US Open, Murray bat Djokovic. Les demi-finalistes, Berdych et Ferrer. Donc à chaque grand chelem, c'est mission impossible. Il y a trop de grands joueurs, voire de légendes à battre. Alors certains vont vous dire, bah oui, mais pourquoi c'est pas nos Français les légendes? Alors dans le fond, je suis plutôt d'accord, mais ça c'est un processus sur le long terme, ça se construit dès l'enfance, de par ton éducation, ton vécu, ta capacité de travail, ta force mentale, la rage à l'intérieur de toi. Et malheureusement, depuis plus de 40 ans, aucun Français n'a été assez fort dans tout ça pour gagner un majeur. Donc dans ce contexte-là, c'est pas juste difficile de gagner un grand chelem, ça en devient héroïque. Et même pour les autres très grands joueurs de l'époque, pour les Ferrer, pour les Berdych, Nishikori, eux non plus n'ont pas réussi. Alors demander à nos Français ce que tant d'autres grands n'ont pas su faire, c'est poser une exigence qui flirte avec l'irréalisme. Et pourtant on continue, parce que cette obsession n'est pas seulement sportive, elle est culturelle. Elle vient d'un rapport très français à la réussite, un rapport vertical, élitiste, où seul le sommet compte. Un rapport qui finit par créer un climat de jugement permanent, toxique, où chaque parcours devient une ligne comptable. Dans un autre pays, peut-être qu'on aurait dit « oui, ils n'ont pas gagné de grand chelem, mais ils ont inspiré, ils ont transmis et porté le tennis français pendant plus de 15 ans ». Chez nous, non, on est obligé de parler de regrets. Et c'est pas se trouver des excuses que de dire que Tsonga, Monfils, Gasquet et Simon sont nés au mauvais moment. Ils sont arrivés juste après l'explosion de Federer, au cœur de l'ouragan Nadal, et à l'aube de la prise de pouvoir de Djokovic. 3 joueurs qui, à eux seuls, ont verrouillé 20 ans d'histoire du tennis. C'est bien simple, à partir de 2004, le tennis a été confisqué. Tous les grands chelems ont trouvé leur détenteur. Le Big Four a tout pris et a laissé des miettes. Et dans cet écosystème impitoyable, nos 4 Français ont essayé d'exister, de se frayer un chemin, de trouver une brèche, mais impossible. Jo-Wilfried Tsonga, c'est peut-être le plus grand essai de l'histoire du tennis français. Avec Joe, on en a rêvé et on y a cru. En 2008, quand il débarque à Melbourne, le public australien découvre un ovni. Un Français pas tête de série, mais qui joue comme un champion.
Match après match, il monte en puissance et en demi-finale, il affronte Rafael Nadal. Nadal déjà triple vainqueur de Roland-Garros, l'ogre du circuit. Et Tsonga ne le bat pas, il l'humilie. 3-7-0, 6-2, 6-3, 6-2. Une doudoune, une claque historique. Le monde est bouche bée, la France se réveille et y croit. Ça y est, ça sera lui le fameux successeur. Mais en finale, il tombe sur un Djokovic en pleine ascension. Et comme souvent, quand il a été au plus près, il a manqué le dernier match. Et ça, c'est pas un cas isolé. Prenez Wimbledon en 2011, où Joe réalise un exploit presque sans précédent. Il bat Federer en quart de finale alors qu'il était mené 2-7-0 par le Suisse. C'est la première défaite de Federer en 178 matchs après avoir mené 2-7-0 en Grand Chelem. Un exploit qu'on oublie trop souvent. Mais encore une fois, il n'ira pas au bout. Il est stoppé par Djokovic en 4-7. Le match est serré, mais Tsonga finit perdant. Même chose à Roland-Garros en 2013, Joe sort une grande performance où il écrase Federer en quart de finale en 3-7 et en demi-finale, il se liquéfie contre un David Ferrer qu'on pensait prenable. Donc en fait, c'était toujours la même chose. Tsonga arrivait à sortir le grand match qui faisait de lui un joueur extraordinaire, un coupeur de tête, un coupeur de cador même, sauf que le circuit était tellement dense et relevé que pour gagner un majeur, des matchs exceptionnels, il fallait en sortir 2, 3, voire 4. Donc il y avait un plafond. Mais pourtant, Tsonga a réussi à enchaîner des victoires contre les tout meilleurs. Mais là, on bascule dans les Masters 1000. Tsonga a réalisé l'exploit de remporter 2 Masters 1000 en réalisant des semaines hallucinantes. D'abord à la maison à Bercy en 2008, devant un public en transe. Tsonga, surtout à cette période, c'est la puissance brute. Un énorme service, un coup droit de puncher. Résultat, il bat Stepanek en 3-7, puis Djokovic en 3-7, puis Andy Roddick en 3-7, puis James Blake, et en finale, David Nalbandian en 3-7. Le parcours est complètement fou. Et ça, c'est une victoire fondamentale pour Joe. Elle lui prouve qu'il est capable de battre plusieurs grands joueurs à la suite. Et même s'il n'aura pas réussi à réitérer l'exploit en Grand Chelem, il réussit à remettre ça en Masters 1000 à Toronto en 2014. Avec des victoires contre Djokovic, où il le fracasse 6-2, 6-2. C'est pas tout le monde qui a réussi ça. Il bat Andy Murray dans un énorme match en 3-7, puis Grigor Dimitrov en demi-finale, et enfin le grand Roger Federer en finale. Donc pour gagner un majeur, il lui a manqué ce que le Big Three maîtrisait comme personne. La régularité, la résistance mentale, la répétition. Mais sur une semaine, Joe pouvait battre n'importe qui. Et ça, on l'a trop vite oublié. Gaël Monfils, c'est un paradoxe vivant. Un joueur d'élite qui a toujours eu l'air de refuser le costume. Un athlète hors norme, capable d'exploits physiques qui défient la logique. Gaël, c'est la liberté incarnée. Et parfois ça a fait grincer parce qu'on voulait un tueur, mais on a eu un funambule. Parce qu'on attendait un champion et qu'on a eu un showman. Mais quel show! À Roland-Garros 2008, il atteint les demi-finales et il fait vibrer tout le pays. Il éteint des adversaires très solides comme Melzer, Lubicic ou David Ferrer. En demi, il croise Federer, trop fort pour lui. Mais jusqu'au bout, il aura donné l'illusion que tout était possible. Parce qu'avec Gaël, il y a ce sentiment où on se dit que peu importe la situation, il est capable de le faire. L'US Open, c'est son autre terrain de jeu. En 2016, il ranie les demi-finales. Il fait exploser le public avec des coups surréalistes, des remontées improbables, et encore une fois, c'est Djokovic qui le stoppe. Toujours lui. Mais Monfils, c'est aussi un exemple en termes de longévité. Il a remporté 13 titres, il a battu 38 top 10 dans sa carrière, c'est énorme. Et pourtant, on l'a souvent réduit à ses pirouettes, à son jeu qu'on juge trop défensif, où il reste derrière la ligne et il remet, alors que quand il avance et envoie des parpaings, c'est la folie. Mais Gaël a fait un choix. Celui de ne pas sacrifier sa joie au nom du pragmatisme. Celui de ne pas tout miser sur la performance et de privilégier le plaisir et la fidélité à lui-même. Dans une époque où tout le monde voulait être Djokovic, Monfils a décidé d'être et de rester Monfils. Et ça lui a pas empêché de réaliser des grandes performances, comme cette victoire écrasante contre Federer en finale de Coupe Davis en 2014, ou cette victoire toujours contre Federer à Bercy en 2010 avec 3 tie-breaks de feu, ou cette victoire toujours contre Federer à Monte-Carlo en 2015. Donc oui, Monfils a lui aussi porté le tennis français pendant des années, donc le résumer à un showman limité, c'est réducteur. Richard Gasquet, c'est le tennis dans ce qu'il a de plus pur. Évidemment, c'est un revers à une main somptueux, c'est la grâce. C'est le joueur que même Federer regardait avec admiration quand il avait 13 ans. Un génie technique, précoce, puisqu'à 9 ans, il était déjà en une de Tennis Magazine. À 15 ans, il était déjà dans le top 200, et cette précocité-là, elle a créé un fardeau, un poids lourd à porter, parce que quand tout le monde vous annonce comme le futur du tennis français, ce futur devient une prison. Et pourtant, malgré cette pression démesurée, Gasquet a tenu, il a duré, il a performé en atteignant 3 demi-finales en Grand Chelem, dont 2 à Wimbledon. Il a remporté 16 titres sur le circuit, il a battu 36 top 10 dans sa carrière, dont Djokovic et Federer, et il a représenté la France au plus haut niveau pendant 2 décennies. Mais voilà, Richard Gasquet a toujours joué dans un monde qui ne lui ressemblait pas. Un monde de puissance, de cadence, de muscles.
Et lui, il est arrivé avec son revers, sa variation, sa main d'orfèvre, et face à la brutalité du circuit, sa finesse a parfois semblé dépassée. Mais ce serait une erreur de le résumer à ça. Parce que Gasquet, c'est aussi une forme de résistance. La résistance du style, de la technique, de l'intelligence. Il a jamais eu le physique de Nadal, ni le service de Tsonga, mais il a tenu tête avec son tennis. Il a existé et il a gagné, même quand ce jeu n'était plus à la mode. Et rien que pour ça, il mérite qu'on le regarde autrement. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur toute son histoire, cette vidéo ici sera faite pour vous. Gilles Simon, c'est l'anti-héros, celui qu'on cite rarement en premier, celui dont le jeu ne faisait pas lever les foules, mais celui qui dans le vestiaire faisait peur. Parce qu'il lisait le jeu mieux que personne, parce qu'il était capable d'annihiler un adversaire juste par sa lecture, sa patience et sa science de l'échange. Gilles Simon, c'est un joueur qui rien qu'en 2008 a battu Federer 2 fois, Nadal et Djokovic. Il a atteint la 6e place mondiale et a disputé une demi-finale au Masters. Il a remporté 14 titres et a battu 34 top 10 en carrière. Et il a été l'un des seuls à tenir une ligne de jeu aussi atypique aussi longtemps. Face à Federer au Masters en 2008, il réalise l'un de ses plus grands matchs en carrière. Une victoire en 3-7 contre l'homme le plus constant de l'époque, dans un tournoi réservé à l'élite. Et pourtant, son nom ne revient presque jamais quand on évoque les grandes figures du tennis français. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas l'arme fatale, il n'avait pas le service de Tsonga, il n'avait pas le revers de Gasquet, mais il avait un plan, une réflexion beaucoup plus avancée que la majorité des joueurs sur le circuit. Il avait l'intelligence stratégique. Et dans un sport où tout s'accélère, Simon ralentissait et obligeait l'autre à penser. Et souvent, ça suffisait pour gagner. Non, Simon a été trop sous-estimé. Peut-être parce qu'il brillait pas dans les grands rendez-vous, et dans un pays qui a du mal avec la nuance, il est resté dans l'ombre, à tort. Il s'appelle Arthur Fils, Giovanni Mpetshi Perricard, Hugo Humbert, Arthur Cazaux, Hugo Gaston. Et à les regarder jouer, une évidence saute aux yeux. Ils sont bons. Très bons. Ils ont quelque chose dans la raquette. Maintenant, on va pas se mentir, tous les joueurs que je viens de vous citer ne gagneront pas un grand chelem, ni même un Masters 1000. Mais c'est pour dire que le creux dans le tennis français masculin qu'on a vécu fin des années 2010, après Tsonga et après les épopées de Pouille, ça y est, on en est sorti. Parce qu'on a des super joueurs français qui sont capables de réaliser des très belles choses. Et je vais surtout appuyer mon propos en parlant d'Arthur Fils, qui est celui qui nous a le plus montré, qui n'a que 20 ans, qui va sur ses 21 ans, et qui a remporté 3 titres, dont 2 ATP 500. Hambourg en battant Zverev en finale, et Tokyo en battant Fritz, Berrettini, Shelton, Rune et Humbert. Ça, c'est un parcours qui en dit très long sur son niveau de jeu, sur sa capacité à répéter des grandes performances sur plusieurs jours et contre les meilleurs. Soit tout ce qu'il faut pour aller loin en grand chelem. Et moi, personnellement, je crois beaucoup en Arthur Fils parce que je pense qu'il a tous les ingrédients pour aller loin dans les gros tournois. Il sert bien, en coup droit comme en revers, c'est en place, il a une bonne main, dans la tête, il est costaud. Le seul petit problème pour le moment, ça peut être son manque de régularité, où sur tout un match, il peut avoir des passages à vide. Mais il a que 21 ans, et ce qu'il montre est déjà monstrueux pour son âge. Donc pour moi, à l'heure actuelle, Arthur Fils, c'est la meilleure chance pour la France de remporter un majeur dans la décennie à venir. Il va intégrer le top 10 dans les prochaines semaines, et il fait déjà très peur aux autres. Il a déjà battu 7 top 10, donc il peut très clairement prendre la relève de la génération précédente. Et qui sait, peut-être même faire encore mieux. Hugo Humbert, lui, on le connaît déjà très bien, mais malgré son gros niveau de jeu sur surface rapide, on a l'impression qu'il a un plafond de verre et qu'il peine à casser ce palier du top 10. Il a atteint 3 fois les 8e de finale en grand chelem, mais on va être un peu dur. Et c'est pas ce qu'on attend de nos Français, pour de vrai. On n'attend pas quelques 8e de finale en grand chelem par-ci par-là. On attend un majeur. Mais pour apporter la nuance dont je parlais, on attend des joueurs qui se donnent les moyens d'aller loin dans les plus gros tournois. On attend des joueurs qui n'ont pas peur quand ils affrontent les tout meilleurs. On attend des joueurs qui nous transcendent, qui peuvent haranguer des foules et qui peuvent sortir un grand tennis dans les moments importants. Et tout ça, je pense que Arthur Fils l'incarne plus qu'Hugo Humbert, plus que Giovanni Mpetshi Perricard, qui certes a, je pense, une très belle carrière devant lui, il a déjà remporté Bâle à 21 ans, mais je pense qu'il va très vite être limité physiquement et dans ses déplacements face aux Cador, Alcaraz et Sinner. On a aussi un Arthur Cazaux qui a pu s'illustrer à l'Open d'Australie en battant Holger Rune, mais ça reste encore un peu tendre dans le jeu. On est sur un jeu exceptionnel de fond de cours et de contre, mais pour prétendre gagner des gros titres, il faut rentrer dans l'art et avancer. Et pour l'instant, c'est pas encore son cœur de jeu. Alors la question est là. Elle plane au-dessus de tous ces jeunes visages. Est-ce que cette nouvelle génération peut faire mieux? Est-ce qu'elle a appris de la précédente? Est-ce qu'on a collectivement retenu les leçons?
Est-ce que la fédération a changé sa manière d'accompagner les jeunes? Est-ce que les anciens, ceux qui ont vécu les demi-finales sans couronne, sont là pour les guider? Je vous avoue que j'ai pas de réponse à cette dernière question. On sait pas s'il y a transmission. Si oui, comment elle est opérée? En tout cas, on a des très jeunes joueurs, très prometteurs. Il va falloir les préserver de ce qui a pu fragiliser les Tsonga, mon fils, à savoir cette pression inutile de rabâcher qu'on veut un grand chelem. Ce sera pas facile, ce sera pas juste une question de talent, mais une question de feu intérieur et de constance. Ils ont le temps, donc laissons-leur le temps de grandir, d'apprendre, d'échouer aussi, très important, et d'écrire l'histoire qu'ils ont à nous raconter. On parle souvent d'échecs pour Tsonga, Gasquet, mon fils, Simon. Aucun grand chelem, peu de finales, mais ce constat, je vous l'assure qu'on l'applique pas aux autres. Au Japon, on critique pas Kei Nishikori de ne jamais avoir gagné ni Majeur ni Masters 1000, alors qu'il avait un tennis extraordinaire, que pendant plusieurs années il était dans le top 5, l'un des tout meilleurs. Les Tchèques sont pas derrière Berdych à lui dire qu'il a pas réussi à prendre un grand chelem. Non, chez tous ces joueurs qui ont subi le même sort que nos Français, leurs carrières sont respectées, même admirées. Alors pourquoi ce traitement différent en France? Est-ce qu'on en attend trop? Sûrement, mais ça témoigne aussi d'une inflexibilité, d'une incompréhension du jeu et d'une intolérance malsaine. Parce que cette exigence nous empêche de voir l'essentiel. Survivre à une génération de légendes comme ils l'ont fait, c'est pas un échec, c'est un exploit. Et objectivement, ils ont performé. Tsonga finaliste en Grand Chelem, 18 titres, 45 top 10 battus en carrière, c'est fou. On s'ignorait tous pour avoir cette carrière. Leur tort, ça a juste été d'être là au pire moment, dans l'époque la plus fermée de l'histoire. Une époque où il ne suffisait plus d'être très bon, il fallait être exceptionnel. Même un Murray qui est une légende et qui a dû se dépouiller et se farcir la hanche pour se frayer un chemin en Grand Chelem, il en a pris que 3. La seule raison pour laquelle on peut avoir quelques regrets, c'est qu'on a un joueur comme Stan Wawrinka qui n'avait rien de plus à la base et qui a fini par atteindre un niveau stratosphérique pour en gagner 3 aussi. Donc dans ce contexte, ne pas gagner un grand chelem, c'est pas un échec, c'est juste normal. Rester parmi les meilleurs dans ce contexte, ça c'est pas normal. Donc mettons plutôt en avant leur constance, leur résistance, leur longévité. Parce qu'on critique souvent les joueurs, mais rarement le système. En France, l'attente arrive trop tôt. À 9 ans, Gasquet était déjà une star. Pression médiatique, et on n'accompagne pas, on exige. Et cette pression, elle vient pas que des médias, elle est culturelle. On veut des héros, pas des humains. Mais on oublie que le sport, c'est un processus. Et face à ce climat, certains craquent. D'autres se protègent ou s'en foutent, et peut-être que le problème n'est pas seulement en eux, mais aussi autour d'eux. Peut-être qu'on leur a pas laissé l'espace d'être pleinement ce qu'ils pouvaient devenir. Ils n'ont pas gagné le grand chelem, non. Mais ils ont marqué une époque, battu les plus grands, défendu le tennis français pendant 15 ans. Cette génération a porté notre tennis, semaine après semaine, contre vents et marées. Alors faut-il parler d'échec ou de résilience? Dans une autre époque, évidemment qu'ils les auraient soulevés les plus gros trophées. Donc le talent était bien là, le contexte, non. Et ce qu'ils nous laissent, c'est un héritage de jeu, d'élégance, de persévérance. Et ça aussi, c'est une victoire. Donc avant de tourner la page, prenons le temps de leur dire merci. Maintenant, si tu veux vraiment découvrir pourquoi nos Français n'ont pas réussi à remporter Roland-Garros, voici la vraie raison avec la vidéo qui s'affiche juste ici. Ciao!